Question d'actualité du lundi 8 avril. Avec vous pour les 2 prochaines semaines, Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Et notre premier invité de ces 2 semaines de remplacement, c'est Philippe Labrec. Bonjour Philippe. Bonjour. Avec toi aujourd'hui, on va discuter de risques de guerre nucléaire. Pourquoi tu voulais nous parler de ça? À la base, j'ai rédigé mon mémoire de maîtrise il y a environ 15 ans maintenant sur la stratégie nucléaire post-guerre froide. Ça vieillit pas? Ça vieillit un peu, oui, en effet. Donc le sujet m'a toujours été non seulement d'intérêt, je pense que ça va paraître complètement loufoque, mais je me rappelle avoir 11 ou 12 ans et aller à la bibliothèque et ouvrir des livres sur les stratégies nucléaires de la guerre froide à l'époque. Quoique c'est après la guerre froide, là, mais on était vraiment dans les années qui suivaient. Ça me fascinait. Il y avait quelque chose pour moi avec l'arme nucléaire. Depuis que j'avais lu un peu sur l'histoire de Hiroshima et Nagasaki, le programme nucléaire, le projet Manhattan. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose dans l'arme nucléaire et l'énergie nucléaire qui me fascinait, et donc j'ai toujours gardé un intérêt prononcé. Est-ce que tu étais là le soir d'avant-première pour Oppenheimer, pour aller voir Oppenheimer? Non, mais j'ai vu Oppenheimer par contre, et que je recommande fortement. Oui. C'est un excellent film. Absolument. Donc ce sujet de la guerre nucléaire est revenu dans les dernières années à l'avant-scène avec la guerre en Ukraine et avec un Vladimir Poutine qui dit que si l'Occident va plus loin par rapport à son aide, et c'est une ligne rouge qui a souvent été décalée de plus en plus au fur et à mesure que l'aide augmentait, mais il utilisait un peu cette menace nucléaire, se dire que nous avons des armes qui sauront vous détruire et vous réduire à néant, et par ces armes on parle de guerre nucléaire, et en plus surtout quand on sait que la Russie, factuellement parlant, a le plus grand stock d'ogives nucléaires sur la planète. Donc ça remet un peu à l'avant-scène une technique de dissuasion et aussi une technique de menace qu'on n'avait plus l'habitude d'entendre dans les 30 dernières années, mais qui a été au goût du jour des relations internationales durant la guerre froide. Oui, exactement. Donc, pour répondre à la question pourquoi en parler maintenant, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est que Vladimir Poutine et la Russie utilisent la menace nucléaire à des fins de dissuasion de l'OTAN. Dissuader l'OTAN d'intervenir directement avec des forces conventionnelles, donc l'infanterie, les chars d'assaut, la cavalerie, comme on disait à l'époque, les forces aériennes, directement contre les forces russes. On parle d'aide militaire occidentale et de l'OTAN plus particulièrement à l'Ukraine. Mais c'est indirect, on leur donne des armes, on leur dit comment faire, mais il n'y a pas de troupes françaises, américaines, canadiennes, britanniques. Donc au niveau des lois d'engagement de la guerre, on ne peut pas être co-belligérant. C'est un peu le même système américain que faisait avant que l'Amérique rentre en guerre avec Pearl Harbor, de Land and Lease, où on envoyait un peu les jeeps aux soviétiques pour que ça les aide à faire la contre-attaque et tout ça, mais on ne s'impliquait pas directement, on aidait un peu et on donnait des prêts et ce genre de choses. Exactement. C'est une situation similaire, en effet. Où l'Occident est impliqué, mais indirectement, et comme vous l'avez dit, un peu comme les États-Unis fournissaient des armes et finançaient la Grande-Bretagne et l'Union soviétique à l'époque contre la menace de l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, mais je ne vais pas comparer l'Allemagne nazie à la Russie d'aujourd'hui, là, par contre, il y a certains qui le feraient, mais je trouve que c'est exagéré, je trouve que ça n'a aucun sens, en fait. Mais pour en revenir à la question de la dissuasion nucléaire, pourquoi en parler maintenant? C'est que depuis la fin de la guerre froide, à mon avis, le risque est à son plus élevé. Ceci dit, on parle toujours de probabilité, je crois que le risque reste très faible, mais si le risque était de 0,01% en 2020, juste avant le début de la guerre en Ukraine, aujourd'hui, il est peut-être de 1%. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus élevé, mais ça reste minime. Ceci dit, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine, en ce moment, utilise l'arme nucléaire comme dissuasion? Je crois, c'est mon analyse, que Vladimir Poutine et l'armée russe en particulier, c'est pas que Poutine lui-même, là, sont un peu terrifiés d'avoir à faire face à des forces conventionnelles de l'OTAN, particulièrement les forces conventionnelles américaines. Donc, forces conventionnelles, je parle bien sûr de, comme j'ai dit tantôt, infanterie, cavalerie, forces aériennes et navales. Tout simplement parce qu'ils en sont venus à la conclusion, probablement partagée par les services d'intelligence, de renseignement, j'aurais dire, et d'analystes militaires occidentaux, que l'armée russe est très mal équipée pour faire face à particulièrement une armée américaine qui est extrêmement efficace sur le champ de bataille. Après, est-ce que les Américains savent gagner une guerre? Ça, c'est une autre question, mais ils sont absolument géniaux. Et quand on voit les problèmes de la Russie en Ukraine par rapport à, malgré les prêts et tout, le simple fait, même on voyait récemment que au niveau des réussites ou pas sur le front, c'est que pour gagner un 400 km², ce qui est petit à l'échelle de l'Ukraine et tout ça qui s'est passé dans les dernières semaines pour la Russie, sur des villages qui n'existent même plus, qui n'ont aucun intérêt stratégique, des dizaines et des dizaines de milliers de morts, bien sûr, on envoie les gens à l'abattage, mais sur un aspect replénissage de l'infanterie, des nombres de troupes, de l'utilisation des munitions, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher sur le long terme pour la Russie, même s'ils ont une machine de guerre, une économie qui est faite sur la guerre. Donc imaginons que plus de troupes, même des troupes françaises, décident d'y aller pour aider et tout. C'est la peur de la Russie, c'est ça, c'est de voir ce genre de troupes occidentales vraiment mieux formées, mieux préparées, pouvoir se rendre sur le champ de bataille.
Ouais, et surtout, ce serait une défaite sur le champ de bataille qui aurait des répercussions politiques en Russie. Donc, le régime russe a tout intérêt à éviter, donc dissuader une implication directe des forces conventionnelles otaniennes, américaines surtout. Là, je le répète, c'est surtout les forces américaines qui font peur aux Russes. Pour être franc, les Français et les Britanniques n'ont peut-être pas les forces logistiques pour faire face à une armée russe beaucoup plus aguerrie que les leurs. Ouais. Soyons francs, les forces françaises, britanniques, mais à la limite même américaines, pour chasser des terroristes dans la jungle, dans le désert, dans les montagnes, peu importe, mais des guérillas, c'est une technique de guérilla qui n'est pas du tout celle de la Russie, qui est une armée en bonne et due forme, une armée moderne, là, somme toute, malgré ses failles, qui est capable de mener ce qu'on appelle en anglais le high intensity warfare, une guerre d'haute intensité. Ça veut dire quoi? Ils sont sur le combat depuis 2 ans, donc ils ont déjà l'entraînement. Exact, mais c'est surtout qu'ils sont capables de mener ce qu'on appelle des opérations combinées, donc artillerie, infanterie, cavalerie, forces aériennes, et tout ça en même temps à peu près. Ouais. Les talibans ne peuvent pas faire ça. Les talibans gagnent, au final, on l'oublie, mais ils ont quand même gagné après 20 ans de combat, mais c'est une forme de guerre différente. Ouais. Et les forces occidentales, particulièrement françaises, britanniques, allemandes, on en parle à peu près pas, ne sont, à mon avis, plus aptes à faire face à ce genre de forces militaires, j'ai envie de dire traditionnelles, conventionnelles, mais surtout modernes. Après, l'arme nucléaire ici entre en jeu au point de vue tactique. Ce qui veut dire que les Russes ne menacent pas de bombarder New York, Londres ou Paris avec des bombes nucléaires. Pendant la guerre froide, ce qu'on appelait ce qui ont été Mutual Assured Destruction. Ouais, ce qu'on appelait le MAD Doctrine, le Mutual Assured Destruction, l'assurance d'une destruction mutuelle. Ça, c'était un bombardement stratégique. Ce qui veut dire que les Russes, d'un côté, lançaient leurs missiles balistiques à partir de sous-marins, à partir de silos aussi dans le sol, et de bombardiers, bien sûr, sur les grandes capitales et centres industriels occidentaux. Donc Paris, Londres, Berlin, New York, Washington, vous pouvez donner toutes les grandes de Montréal, peut-être même, on ne sait jamais, qui auraient été ciblés. Et donc, on parle de millions de morts instantanées. On parle d'utilisation de bombes nucléaires thermonucléaires. Ce qui veut dire que la force est absolument inimaginable. On parle de milliers de fois de la force d'Hiroshima. Hiroshima, c'est presque un pétard là, comparativement aux bombes thermonucléaires de la fin de la guerre froide. Ici, on ne parle pas de ça, du moins pas encore. Là, j'espère qu'on ne se rendra jamais là, mais quand Poutine menace l'Occident, il menace l'Occident avec ce qu'on appelle une arme nucléaire tactique. Ça veut dire qu'on l'utilise sur le champ de bataille. Ça veut dire qu'on cible les forces militaires ennemies et on les bombarde. La force de ce genre d'arme est minime, comparativement à une bombe thermonucléaire qui est, comme j'ai dit, apocalyptique. Et son efficacité sur un champ de bataille et la possibilité ensuite de pouvoir envoyer la cavalerie pour prendre possession du terrain touché par là est beaucoup plus utile. Tout à fait. Et c'est surtout qu'on promet des pertes absolument astronomiques avec des pertes militaires ici. Avec l'usage d'une bombe nucléaire tactique. Et c'est ce qui devrait dissuader, à mon avis, dans l'esprit des Russes, l'intervention occidentale. Parce que est-ce que l'Occident est prêt à sacrifier 50 000 soldats d'un coup pour sauver l'Ukraine? Je ne suis pas certain. 100 000, 200 000, 300 000? Plusieurs bataillons. Exactement. Donc je crois qu'on ça reste assez hypothétique, mais je crois qu'on peut en douter. Et bien sûr, les Russes jouent sur ceci. C'est pour ça qu'en ce moment, les menaces se limitent à l'usage de bombes nucléaires sur le champ de bataille. Ceci dit, et il y a un bémol absolument énorme ici, la même menace était utilisée pendant la guerre froide, mais du côté de l'OTAN. On avait tellement peur de l'armée rouge qui était du côté est du mur de Berlin, donc en Allemagne de l'Est, et on se disait, ils sont tellement supérieurs à nous en termes de quantité conventionnelle, qu'on va les menacer avec l'usage d'armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille, donc en gros sur la frontière de l'Allemagne, en l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est à l'époque. Et la simple menace d'une escalade nucléaire, donc on commencerait au niveau tactique, et on finirait par un échange stratégique, ce qui veut dire qu'on commencerait à se bombarder, on bombarderait avec des armes nucléaires les forces militaires de chaque côté de la frontière, mais ensuite on finirait par Paris, puis ensuite Moscou, puis ensuite New York, puis ensuite Vladivostok, puis ensuite Saint-Pétersbourg, puis ensuite Washington. Et là, on voit qu'on monte en grade en termes d'horreur nucléaire assez rapidement, et cette menace était au cœur de la dissuasion tactique. Je crois que les Russes utilisent la même chose aujourd'hui. Ils disent à l'Occident, si vos troupes en viennent à se battre directement contre les troupes russes, on préfère l'usage de bombes nucléaires tactiques, ce qui pourrait mener à une escalade nucléaire, ce qui fait qu'au final, est-ce que vous êtes prêts à sacrifier New York pour Kiev? En gros, je simplifie, mais c'est à peu près ça. C'est toujours la peur avec ce que les stratégistes ont appelé la guerre nucléaire. Il n'y a jamais eu de guerre nucléaire, il n'y a jamais eu d'échange nucléaire. Les Américains ont bombardé Hiroshima et Nagasaki au Japon, mais les Japonais n'avaient pas d'armes nucléaires pour répliquer. Donc, il n'y a jamais eu d'échange nucléaire encore. Et on joue sur cette peur, à mon avis rationnelle, que
une fois que les bombes commencent à voler d'un côté et de l'autre, on ne saura pas s'arrêter. On peut plus l'arrêter. Et exactement. Ça rentre dans le cadre, en ce moment, d'où l'idée en plus, pourquoi tu voulais parler de ça aujourd'hui, Philippe. C'est Annie Jacobset, journaliste américaine bien connue et gagnante d'un Pulitzer, qui vient de publier un livre sur le sujet, qui va être adapté par Denis Villeneuve après Dune 3. C'est Nuclear War au scénario, et elle en fait la promotion en ce moment de ce livre, encore plus parce que depuis que le contrat pour le film a été signé. Et ce livre est le premier un peu qui vulgarise vraiment dans le cadre d'une fiction comment une guerre nucléaire telle que tu le présentes, d'abord on y va tranquillement avec les armes tactiques pour aller encore de plus en plus avec les armes d'assurance de destruction mutuelle, comment ça pourrait aller et comment cet engrenage inarrêtable pourrait faire en sorte que quand on parle de la dernière des guerres, ça serait possiblement la dernière des guerres, parce qu'une assurance de destruction mutuelle, c'est aussi du fait des radiations, du fait de ce genre de choses. C'est une planète potentiellement inhabitable ou presque ensuite. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'est le premier livre ou... c'est sûrement le plus récent, du moins, qui a essayé de dépeindre la guerre nucléaire et ses effets pour la société civile. C'est le plus récent parce que le sujet a été un peu oublié après la fin de la guerre froide. Suivant la chute du mur, l'effondrement de l'Union soviétique, on a oublié un peu la paranoïa totale que la guerre nucléaire... le méchant n'était plus le russe, c'était façon le terroriste musulman ensuite, après la chute. C'est vrai qu'on avait peur du terrorisme nucléaire, mais l'espèce de guerre nucléaire stratégique, comme j'ai décrit auparavant, ça, on l'a un peu oublié, ça revient donc... À l'avant, je crois que Annie Jacobsen, la journaliste en question, a bien compris la chose. Au point de vue marketing, c'est très bon. Son livre tombe juste au bon moment. Mais si je pourrais, suggérer quelques adaptations artistiques télévisuelles d'une guerre nucléaire, il y avait Threads, une série britannique qui en gros dépeint un peu ce que la vie serait suivant un échange nucléaire. On va voir la série Fallout dans pas longtemps sur Fallout, oui, c'est vrai. Qui est l'adaptation d'un jeu vidéo extrêmement connu, mais qui en fait dépeint le monde après une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Chine, parce que c'est l'importance aussi de la Chine maintenant. Et c'est assez sur un aspect caricature aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humour noir dans ce jeu et donc dans la série qui vient, mais il y a aussi cet aspect-là qui est à prendre en compte. Faut dire que les représentations artistiques d'une guerre nucléaire ont influencé les politiciens eux-mêmes. Reagan, qui était, quand il est entré au pouvoir en 80, était un hawk, comme on dit, un faucon, dans le sens qu'il voulait presque entrer en guerre avec l'Union soviétique. Il est extrêmement agressif. Et après avoir vu la série The Day After, qui dépeint une guerre nucléaire, l'effet d'une guerre nucléaire sur des gens du Kansas, aux États-Unis, et l'horreur de la chose... Et s'est transformé en ce qu'on appelle un dove. Avec les accords de réduction des arsenals. Exact. C'est devenu en fait un pacifiste, ou du moins, pas un pacifiste, j'exagère, mais il a tout fait pour éviter les frictions avec l'Union soviétique, justement pour éviter une guerre nucléaire. Donc il a changé du tout au tout, comme quoi la pression. Comme quoi la représentation artistique d'une guerre nucléaire ou littéraire, là, dépendamment, peut avoir un impact important sur la politique appliquée comme telle. Philippe Labrec, ma dernière question pour toi aujourd'hui, c'est quelles sont les probabilités de l'usage? Parce qu'on parle d'armes nucléaires, on parle est-ce qu'il y a des probabilités, on voit les menaces de Vladimir Poutine, mais est-ce que le 1%, tu disais, mais est-ce que ce 1% a la vocation à continuer à augmenter ou à rebaisser et retourner vers le 0,01%? Je crois que si l'Occident reste, j'ai envie de dire, agressif dans sa posture face à la Russie, les chances augmentent. Il faut dire que les Russes, depuis l'arrivée de Poutine, depuis au moins 10 ou 15 ans, je dirais peut-être un peu plus, une vingtaine d'années, depuis le début du 21e siècle, ont modernisé leur arsenal nucléaire dans l'objectif spécifique de réduire la force, la puissance des bombes, mais de les rendre utilisables, entre guillemets, ce qui veut dire quoi? Encore une fois, sur le champ de bataille. Tactiquement. Donc, il faut avoir des armes extrêmement précises, des moyens de lancement, donc des missiles, en grosso modo, là, de plus en plus mobiles. D'où les missiles hypersoniques. Impossible à intercepter, oui. Donc, les Russes ont modernisé leur arsenal nucléaire pour rendre leurs menaces, leur dissuasion nucléaire crédibles, et je crois qu'ils ont réussi. De l'autre côté, les Américains, en particulier, et les Français et les Britanniques ont à peine modernisé leur arsenal nucléaire. Donc là, les Russes ont peut-être un certain avantage en termes de dissuasion nucléaire, ce qui fait que les Russes, à mon avis, vont continuer à utiliser la dissuasion nucléaire face à l'Occident, parce qu'ils se sentent inférieurs au niveau conventionnel. Ils vont continuer à utiliser les menaces nucléaires, donc au niveau stratégique et tactique. Reste à voir comment les Occidentaux vont répondre. Je crois que si le conflit s'enlise en Ukraine et si les menaces que Macron a proférées dernièrement, par exemple, devenaient des menaces de l'OTAN, je crois que les risques augmenteraient. Je crois que si, par contre, le conflit en Ukraine se termine avec une entente quelconque, là, favorable ou non à l'Ukraine,
et que les Russes disent offrent certaines garanties à la Pologne, par exemple, ou les États de la mer Baltique. Ouais, exact. Il leur dit, écoutez, on s'approchera pas, il y aura pas ci, il y aura pas ça. Si vous ne déployez pas de force et encore moins d'armes nucléaires dans ces pays-là, en Pologne, encore une fois, pays de la mer Baltique, je crois qu'on pourrait calmer les esprits. Ceci dit, si l'inverse se passe, je crois que les chances, les risques, disons-le comme ça, les probabilités augmenteraient légèrement, mais graduellement et potentiellement progressivement. On entre peut-être dans une deuxième guerre froide en termes de logique nucléaire, parce que les Chinois, ils pensent aussi de leur côté. Ouais, c'est ça, avec Taïwan et tout. Avec Taïwan, et surtout pour dissuader la marine américaine. Et la Corée du Nord aussi. Et la Corée du Nord. Je sais pas si on a le temps, là, mais rapidement, faut dire qu'après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et après l'invasion de l'Irak par les États-Unis, tous les régimes du monde en sont venus à la même conclusion. Si vous avez des bombes, des armes nucléaires, vous êtes sauvegardé, vous allez être tranquille, personne ne va vous attaquer. L'Ukraine, il faut se rappeler que l'Ukraine a hérité d'un arsenal nucléaire à la fin, quand l'Union soviétique... troisième arsenal nucléaire du monde à la fin de la guerre. Mais ils ont tout cédé. Ils ont tout redonné à la Russie. Et maintenant, on peut en venir à la conclusion que s'il aurait gardé ces armes nucléaires-là, la Russie n'aurait jamais envahi. Donc, je crois qu'on... je doute cependant qu'il y ait une nouvelle course à l'armement nucléaire. Je crois qu'il y a un tabou autour de l'armement nucléaire qui est tellement fort en ce moment dans le monde que très peu de pays y pensent sérieusement. Mais si vous êtes l'Iran, par exemple, vous êtes obligé d'y penser. Vous êtes obligé, parce que non seulement les Américains sont une menace, mais Israël aussi Et l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite qui pourrait un jour décider de développer son propre programme nucléaire. Qui réfléchit. Qui réfléchit, ça c'est absolument certain. Il pourrait y avoir donc une nouvelle ronde d'armement nucléaire, de nouveaux pays qui acquéreraient la bombe. Et peut-être, donc c'est ce qu'on appelle pas un réarmement, mais une course horizontale. C'est-à-dire plusieurs pays acquièrent la bombe et vous avez une course verticale, c'est-à-dire en nombre d'ogives nucléaires. Chacun des pays pourrait se dire, mais là, mon arsenal n'est pas suffisant, il m'en faut plus. Il y a que les Russes et les Américains qui ont le luxe de se dire, on en a trop. Et ils ont réduit drastiquement leur arsenal nucléaire depuis la fin de la guerre. Là, je crois qu'ils ont atteint un niveau d'équilibre où ils vont garder les choses comme elles sont, parce qu'avec quelques milliers d'ogives, vous n'avez pas de problème. La France a refait des ogives, je crois que c'était la France, c'est le 3e arsenal devant la Chine, qui est le 4e, mais la Chine compte en rajouter beaucoup plus aussi. Mais ça va être à suivre, ça fait beaucoup de choses, inquiétantes ou pas, mais c'est quand même un élément à suivre et c'est fascinant. Merci beaucoup Philippe, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Philippe Labrec, chroniqueur politique, merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Question d'actualité, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Julien Corin au micro, Daniel Fortin à la réalisation.